Bonjour, bienvenue à tous. Vous vous apprêtez à regarder une vidéo, un diaporama enregistré sur le plan Amavi, afflux massif de victimes, qui viendrait impacter de manière certaine le bloc opératoire du plateau technique du CHU de Hôtel-Dieu. La première des questions, ou en tout cas des constatations qu'on peut partager ensemble, c'est d'abord se poser la question de savoir pourquoi on parle de plan Amavi et pourquoi on doit en parler. C'est d'abord parce que c'est une réalité. Les événements de 2015, 2016, d'autres ont vu l'émergence de cette thématique d'afflux massif de victimes venir impacter des hôpitaux civils qui ne sont pas préparés d'un point de vue culturel et organisationnel à accueillir un nombre important de blessés. Il s'agit donc de nous emparer de cette thématique et d'y réfléchir ensemble afin de mieux nous y préparer. Notre réponse, il faut la structurer. Et pour cela, nous nous sommes tournés vers des gens dont c'est plus le cœur de métier, à savoir des professionnels de la gestion de crise. Les pompiers, le SAMU, les militaires, des organisations de pays qui sont confrontés à des conflits militaires. Notre inexpérience dans le sujet fait que notre réponse ne pourra être parfaite. Néanmoins, nous avons une obligation de moyens à défaut d'une obligation de résultat. Cette thématique identifiée et que nous partageons doit nous permettre, ensemble, d'élaborer des procédures, réflexes, sur lesquelles nous devons pouvoir compter si nous sommes un jour confrontés à un afflux massif de patients. Ces procédures doivent être conçues pour pouvoir être opérationnelles, quel que soit le niveau d'expérience des gens qui seront impactés par le déclenchement du plan Amavi. Et nous devons pouvoir mettre au point une politique d'éducation, d'acculturation et d'entraînement qui doit nous permettre de passer la phase initiale de sidération propre à toute crise. Nous ne pourrons pas réagir face à une situation donnée par un plan que nous aurons prédéterminé à l'avance, correspondant exactement à la typologie de la crise qui nous sera proposée. Pour repenser nos organisations en cas de situation Amavi, nous devons identifier les points de faiblesse, les fragilités de notre organisation et essayer ensemble d'y travailler. Il est absolument fondamental d'intégrer que ces patients, le flux de ces patients sera ininterrompu. Et nous devons donc travailler à un flux de soins et une chaîne de soins qui soit elle aussi la plus fluide possible. Cette chaîne de soins doit évidemment comporter une attention particulière sur la fluidité des patients, sur la fluidité des ressources humaines, sur l'utilisation raisonnée des moyens logistiques et diagnostiques. Il faut repenser notre manière de voir les choses. Nous aurons l'occasion de parler un peu plus loin de la technique de damage control chirurgical. Les ressources, notamment scanographiques ou en bloc opératoire, seront limitées. Il faut donc raccourcir les délais de prise en charge de ces patients pour pouvoir se mettre en capacité de libérer un bloc opératoire ou un scanner et de pouvoir y mettre un patient suivant. Un point de précision important. L'organisation telle que nous allons la décrire maintenant concerne essentiellement une organisation de jour, où les effectifs sont à plein et le personnel sur place. Il y a évidemment la possibilité pour qu'une situation de type Amavi se déclenche de nuit, et là, la situation un peu différente devra s'organiser et s'articuler autour des agents, des médecins, des cadres, d'urgence et sur place. Et chaque mission se verra attribuée à nouveau au fur et à mesure de l'arrivée des renforts. Nous travaillons donc là sur un plan de jour. Un point aussi sur AGRL, un plan spécifique en cas d'afflux massif à AGRL a été développé. Nous n'en parlerons pas ici, car en effet, vous devez savoir que au niveau de l'organisation régionale de la santé, de la distribution et de l'offre de soins, le CHU de Nantes a été identifié comme structure d'accueil en cas de plan Amavi. Ce qu'on appelle un T0 de territoire doit donc, de manière contractuelle, nous mettre en capacité d'accueillir 10 urgences absolues, 20 urgences relatives,
qui seront de toute façon routés sur Hôtel-Dieu. Nous devons donc être en capacité de pouvoir les accueillir. On réinsiste sur un point, c'est que les fiches réflexes et le plan qui va vous être présenté n'est pas une doctrine fixée. Elle doit servir de point de départ à l'entraînement, à la réflexion, et néanmoins reste une base que nous espérons solide pour pouvoir reconstruire une réponse si jamais nous sommes impactés. Où trouver ces fiches réflexes? Sur intranet, pour les directions, en cliquant sur l'onglet PHU12, bloc opératoire, puis ensuite dans Management des blocs opératoires, sur l'onglet Plan blanc CRBO. Une copie papier de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE, qui se trouve en face de la salle 19. Cette armoire contient aussi tous les outils nécessaires à la prise en charge et à la mise en place de l'accueil des premiers convois qui seront destinés au bloc opératoire. Cette armoire est fermée et vous n'y avez pas librement accès. Nous allons travailler ce topo en 3 points. D'abord, revoir qui déclenche l'alerte en cas de plan à ma vie, comment venir au CHU et enfin, quelle réorganisation très particulière du bloc opératoire. Qui déclenche l'alerte d'abord? Vous imaginez facilement que le centre 15 est le réceptacle de différents appels en cas de survenue d'un accident qui implique plusieurs victimes. Le centre 15, dans ces cas-là, imagine qu'il y a un accident qui nécessite l'envoi de renforts. Ces renforts peuvent éventuellement venir rapidement confirmer la présence de nombreuses victimes et donc le centre 15 demande via le DG le déclenchement du plan blanc. La régulation du centre 15 va elle-même très rapidement déclencher des fiches réflexes et des fiches d'alerte. Le MAR, en poste au bloc opératoire des urgences, est appelé directement par la régulation du centre 15 afin de l'informer de l'arrivée possible et relativement rapide de patients au bloc opératoire. De son côté, la régulation du centre 15 déclenche une alerte relativement similaire au niveau de la crise SAMU, au niveau de l'accueil des urgences. Enfin, de manière concomitante, la cellule de crise hospitalière est déclenchée. Elle va se mettre en place contractuellement dans les 45 minutes qui suivent l'alerte. Cette cellule de crise hospitalière pourra techniquement s'appuyer sur l'ouverture de cellules opérationnelles, dont une dédiée au PHU12 sera en appui organisationnel et logistique immédiat auprès des agents en poste. Autour de l'accident, une zone de sécurisation est mise en place par les forces de police. Les blessés seront évacués vers ce qu'on appelle un PMA, un poste médical avancé. Au sein de ce PMA, un premier triage médical est organisé afin de catégoriser les patients et de déterminer s'il s'agit d'urgence absolue, d'urgence relative. L'objectif va être d'organiser un convoi à partir de ce poste médical avancé par ce qu'on appelle une grande noria vers le CHU. Vous imaginez bien que l'organisation d'extraction des patients de la zone de sécurisation vers le PMA et l'organisation de la PMA vers le CHU en convoi prend du temps. C'est ce temps qui nous sera extrêmement précieux et mis à contribution afin de nous organiser et nous mettre en place pour l'accueil des convois. Néanmoins, il est important d'imaginer que certains patients pourront arriver par leurs propres moyens au niveau de la zone des urgences et pourraient potentiellement nous être adressés directement via les urgences au bloc opératoire. Il faut savoir qu'en cas d'accident, les forces de sécurité chercheront à déterminer s'il s'agit d'un attentat avéré ou supposé. Au moindre doute, si on imagine le pire et qu'il s'agit d'un attentat, le plan de sécurisation de l'établissement sera déclenché, ce qu'on appelle le PSE. Ce plan de sécurisation vise à protéger l'établissement, le CHU. Il s'agit pour l'hôpital, cible potentielle, de se sécuriser et de réguler l'accès au CHU. En pratique, l'accès du CHU ne vous est donc pas autorisé de manière spontanée et vous ne devez pas vous présenter spontanément à l'hôpital.
Il s'agit en revanche pour vous de vous organiser et de vous mettre à disposition, car vous serez probablement contacté le plus rapidement possible afin de faire un point de situation et de vous proposer de vous mettre à disposition pour des créneaux qui seront imaginés afin d'instaurer un roulement et d'intégrer évidemment une équipe de soins. Ne vous présentez pas spontanément à l'hôpital si vous n'avez pas reçu l'ordre. En revanche, préparez-vous, organisez-vous et présentez-vous à l'hôpital muni de votre carte Gaïa et de votre pièce d'identité. Nous allons maintenant voir quelle réorganisation pratique du bloc en cas d'AMAVie, et nous allons voir que cette réorganisation, assez complexe, concerne la réorganisation de notre espace de travail et de notre temps de travail. En cas d'afflux massif de victimes, nous allons devoir réorganiser le bloc opératoire afin de pouvoir accueillir ce nombre important de victimes dont la caractéristique est d'être en urgence absolue ou en urgence relative. Vous voyez sur cette première diapositive le plan du bloc opératoire tel que vous le connaissez, dans lequel vous travaillez tous les jours. Hors situation AMAVie donc, avec une zone d'accueil, une zone qui est dédiée aux urgences, une salle d'ALR avec une petite salle de déchocage, une grande salle de SSPI et tout autour les salles d'opération. Pour accueillir un flux important de victimes, il faut donc intégralement repenser l'organisation spatiale de ce bloc opératoire. La première zone du bloc opératoire, la zone d'entrée, se trouve au niveau devant les ascenseurs, dans le sas du bloc opératoire, devant le couloir des urgences. Cette zone est absolument fondamentale. Il s'agit de l'endroit où on va réaliser un premier triage qui valide de facto que le patient nécessite d'être pris en charge, soit pour déchocage, soit en salle d'intervention pour une urgence absolue, une urgence relative. Cette zone est importante, c'est là, on y reviendra un peu plus tard, que la jonction va se faire avec les équipes de soins, qu'il va y avoir brancardage, que le patient va être mis sur un brancard et va rentrer à l'intérieur du bloc. On va y revenir. Cette zone est donc une zone d'accueil, une zone de triage et aussi une zone où on va valider l'identification du patient en mettant dans la bannette un numéro sinus du patient. Dans la zone d'accueil, juste de l'autre côté, celle qui est habituellement utilisée pour l'attente des patients en vue d'un bloc opératoire, une zone sera dédiée pour les patients malheureusement dépassés ou qui vont décéder et qui seront néanmoins à l'intérieur du bloc opératoire. La zone de régulation du bloc opératoire se situe immédiatement après le petit sas des urgences, dans le couloir qui va vers la petite salle de réveil. Cette zone de régulation, c'est la zone de travail d'un marc de régulation dont la mission va être de savoir et de contrôler l'intégralité des flux à l'intérieur du bloc opératoire. D'autres zones spécifiques. La petite salle de déchocage est transformée en poste avancé transfusionnel. C'est une zone qui permet de pouvoir s'apprévisionner immédiatement et de manière très rapide en sang. La petite salle de réveil est transformée en réanimation si la nécessité s'en fait sentir et si on a besoin de lits d'aval, parce que les réanimations chirurgicales, médicales et celles du CHU sont dépassées ou ne peuvent accueillir tous les patients. Enfin, la zone de déchocage est dans la zone dite la zone verte de la grande salle SSPI. Donc dans la grande SSPI, la partie à droite quand on rentre en venant des urgences, toute cette zone est transformée en salle de déchocage pour accueillir les patients. Une dernière zone, c'est la zone d'ALR. La zone d'ALR doit servir de lieu de regroupement pour les différents chirurgiens, de toutes spécialités confondues. Enfin, toutes les salles d'intervention sont, une fois mises à disposition, susceptibles d'accueillir un patient, avec une notion particulière, c'est que les salles 1, 2, 3, 4 et 5 sont dédiées prioritairement à l'accueil de patients de pédiatrie. Maintenant que nous avons vu la réorganisation spatiale du bloc opératoire avec une modification fonctionnelle des différents sites et des différentes salles qu'on utilise au quotidien, on va maintenant voir comment on utilise et on met à profit cette réorganisation pour pouvoir accueillir des patients nombreux. La zone d'accueil, là où se trouve la salle de staff, devient une zone de régulation RH avec un cadre RH qui va pouvoir
allouer des missions spécifiques pour la réorganisation et ces missions spécifiques vont contribuer à la réorganisation du bloc opératoire. Ces missions spécifiques concernent les médecins, les infirmiers, les IBO, les AS, les cadres. Ces missions spécifiques vont nous permettre de transformer la configuration spatiale du bloc tel que vous le connaissez en configuration à ma vie, telle qu'on vient de le détailler. Dans cet exemple, la salle de déchocage en pâte et la salle de SSPI en déchocage. Une fois que ces missions spécifiques sont établies, ou qu'elles ont été attribuées, le personnel restant, le personnel à poste dans cette zone de régulation, va s'auto-constituer en équipe de soins. MAR, IBOD, IAD. Le cadre RH et le MAR de régulation vont allouer à cette équipe constituer la préparation d'une salle pour accueillir un patient. Cette équipe va garder ensuite cette salle. Elle donc part et elle va transformer les différents lieux possibles d'intervention et d'accueil des patients afin de pouvoir ensuite soigner et y accueillir ces patients. Une fois que les salles sont prêtes, une fois que l'équipe a préparé la salle, elle revient en zone d'accueil, en zone de régulation RH et signale au MAR de régulation que la salle est prête. À ce moment-là, cette équipe se doit, avec un aide-soignant, de préparer un brancard qui se trouve dans cette zone et un infirmier, coordinateur SSE, viendra vous remettre un dossier patient. C'est ce dossier patient qui va vous suivre et qui va accompagner toute la prise en charge du patient lors de son passage au bloc opératoire. Vous avez donc une équipe de soins complète, une salle que vous avez préparée, vous êtes autour d'un brancard et vous avez un dossier patient. Ouvrez-le, vous y trouvez l'essentiel des informations nécessaires pour la prise en charge de votre patient et vous êtes prêt à accueillir un patient, vous êtes juste à côté de la zone d'accueil. Voyons maintenant comment cet accueil va se réaliser et comment, en pratique, vous allez accompagner et prendre en charge un patient. Le patient est donc dans le sas d'accueil, une équipe de soins l'a pris en charge et vous vous apprêtez à rentrer à l'intérieur du bloc opératoire. Un point important, c'est que le rôle de l'équipe, notamment de triage, médecin et chirurgien, va être d'alerter la salle où sont regroupés les chirurgiens afin de donner une première typologie du patient. C'est cette alerte qui va permettre à l'équipe chirurgicale de s'organiser et de mandater, de désigner le chirurgien le plus compétent a priori pour le type de lésion identifié et reconnu par l'équipe de triage, et le chirurgien pourra faire la jonction avec l'équipe de soins. Le triage a donc validé l'urgence absolue, le transfert du patient se fait, vous vous apprêtez à rentrer, et le point important, c'est que juste en rentrant, il y a une bannette et vous y laissez la feuille présentée sur cette diapositive, qui est la feuille d'identité du patient en mode SSE. Vous y trouvez le numéro SSE déjà réalisé, déjà fait, avec une admission déjà pré-rentrée qui vous permet de réaliser de la biologie, de la transfusion en isogroupe ou un examen scanographique. Mais néanmoins, il va falloir ensuite récupérer le numéro CVIS et éventuellement l'identité du patient pour pouvoir réaliser une identitovigilance parfaite. On vous a attribué un patient. Vous avez pris vos informations de l'équipe montante, vous avez transféré le patient sur un brancard, l'équipe qui vous l'a amené s'est en allée, vous avez donné dans la bannette la feuille d'identito et vous rentrez à l'intérieur du bloc opératoire. Vous croisez la route du MAR de régulation qui vous attribue le lieu de prise en charge de votre patient, qui peut être soit la salle d'intervention que vous avez préparée, soit le déchocage qui a été préparé pour vous. Vous vous y rendez. Un chirurgien éventuellement vous rejoint en cours de route. Vous pouvez éventuellement vous arrêter ou récupérer du sang au niveau du PAT. Vous prenez en charge votre patient. Vous ne pouvez pas bouger du bloc opératoire sans avertir le MAR de régulation. Un interne de radiologie est à votre disposition pour venir faire en salle de la fast échographie. Vous prenez en charge votre patient comme habituellement lors d'un polytraumatisme, en suivant les règles néanmoins du damage control.
Une règle enfin, on vient de l'aborder en cas de mouvement ou de déplacement du patient, soit parce que vous allez éventuellement réaliser un examen d'imagerie, soit parce que vous allez en réanimation, vous respectez un sens de circulation au sein du bloc opératoire qui est celui qui est défini par cette diapositive. Ce temps d'occupation de salle doit être revu en conditions de damage control. Vous imaginez bien que les ressources du bloc opératoire sont limitées. Il faut donc pouvoir être en capacité de libérer la place pour un potentiel patient suivant. Ces notions de damage control, nous pourrons les retravailler un peu plus tard, mais il s'agit en pratique de stopper l'hémorragie, d'arrêter la contamination digestive et de réaliser des chirurgies qui seront incomplètes et qui seront provisoires et amenées à être prises dans un temps ultérieur. L'objectif, stopper l'hémorragie, stabiliser le patient, le transférer en réanimation. Notre organisation se modifie aussi dans le temps. On vient de le voir, les délais d'occupation de salle ont pour objectif d'être écourtés. Mais la crise, elle, peut être amenée à s'installer un peu dans la durée. Le plan blanc sera enclenché probablement pour plusieurs jours, le temps de pouvoir traiter tous les patients et se réorganiser et sortir de la phase de désorganisation initiale. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous vous posiez sur cette thématique. On vous invite fortement à regarder les autres diaporamas des corps de métier impliqués et qui seront, comme vous, impactés par un afflux de patients en bloc opératoire. Vous y apprendrez sûrement beaucoup de choses et nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions de formation et d'exercice dans les semaines et les mois qui viennent.